Et j'ai été jusqu'à avoir 6 ou 7 sociétés, tu vois, en même temps. Toute cette palette de skills, essayer de la mettre pour une seule cause. Un outil d'extraction de données à valeur issu des systèmes vidéo. Enfin, notre origine, elle est française, mais notre mission, à nous, 22, elle est mondiale. Le gros, c'est du marketing, soyons clairs, hein, c'est juste des trucs où on a trouvé la nouvelle terminologie. La limite, c'est notre créativité. Ok, lourd. Ouais, go, vas-y, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Pindat, directeur marketing de la magnifique Scale-Up 22. Bienvenue Thibaut. Merci à toi de m'accueillir. Ça fait longtemps qu'on échange. À la base, je pense pas que tu m'aies contacté pour faire un podcast. Pure prospection. Pure prospection. J'ai aimé ton approche et ton insistance, mais dans le bon sens du terme. Et je suis assez reconnaissant des personnes qui sont insistantes de la bonne manière. Et après, on a plus dérivé pour un podcast pour l'instant, mais peut-être qu'à travers ça, tu arriveras à tes fins. C'est-à-dire on lâche pas l'affaire. Non, mais je suis vraiment ravi de t'avoir au micro de We Are Sales aujourd'hui. Il y a plein de choses dont on va discuter. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir parce qu'à travers notre discussion, il y avait tellement de sujets intéressants. Pour vous faire le petit sommaire, on va commencer par parler de toi directement, Thibaut, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est un parcours entrepreneurial atypique, on va dire, qui sort du schéma classique. Quand on voit des décideurs de la French Tech, de gros scale-up, qui ont fait la grosse école de commerce, la grosse école d'ingé, qui sont passés fait leurs armes chez des gros éditeurs, puis qui ont bifurqué. Toi, tu as un parcours tout autre que j'adore et je trouve que c'est assez aussi représentatif de l'équipe fondatrice de 22. Donc, on va parler de ton parcours. Ensuite, on va bien évidemment parler de 22, qui est lauréat French Tech 2030 ouais. Et en même temps aussi identifié comme future licorne, si je dis pas de bêtises. Ouais, on t'envers en tout cas. Je ne sais pas si l'identification est importante, en tout cas la direction et la stratégie l'est beaucoup plus et c'est ça vers quoi on essaye d'être amené. Ouais, c'est top. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va parler. En petit teasing, 22, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des leaders européens sur les sujets de computer vision et d'aide à la prise de décision. En parallèle de 22 aussi, on va aborder bien évidemment des sujets sur les enjeux et les perspectives qu'on va retrouver dans les deep tech et plus précisément au niveau de l'intelligence artificielle. Exactement. Trop cool. Alors, c'est parti. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux tout simplement présenter à l'audience ton parcours? Et j'en dis pas plus. Mon parcours, il est atypique, mais somme toute classique. Déjà, pour avoir la chance de pouvoir exécuter ce parcours-là, je suis né dans un bon pays, dans une bonne famille. J'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer. L'apprentissage, la créativité et le bien-être étaient au centre de l'éducation. Souvent les valeurs éducatives qui vont te diriger dans ton parcours de vie au départ. Donc du coup, moi, j'ai connu quelques fragments éducatifs différents. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de liberté et de créativité sur cette envie de construire à la maison et de le réaliser. Et un parcours scolaire qui était plutôt basé sur un apprentissage mécanique et méthodique plutôt qu'individuel. Ce que je comprends dans le système éducatif, mais ce qui n'était pas forcément les valeurs que j'avais reçues initialement. De curieux par nature, très interrogatif sur les méthodes et parfois un petit peu rebelle, je le reconnais. Très rapidement, le parcours scolaire a été chaotique. J'avais ce manque de vision des professeurs sur ce que pouvait être l'avenir. On en parlait juste avant à la cafette, mais je te disais, mon prof de maths en 6e qui me dit « tu n'auras pas de calculette toute ta vie », qui t'apprennent des choses par cœur pour des méthodologies qui peuvent servir quand tu es ingénieur, mais pas quand tu es en train de découvrir ce qui t'anime. Ce qu'on va devoir faire et ce qu'on fait dans notre parcours, c'est avant tout de la passion, c'est avant tout une envie de le faire et d'être créatif. C'est ce que j'ai pas retrouvé. Donc, moi, j'ai tendance à dire souvent que je suis passé de l'artisanat à l'entrepreneuriat, puisque j'ai eu mon parcours scolaire où à peu près, dès la fin de la 2e, 6e, donc tu t'en déduiras les réactions, les conclusions que tu veux, je savais à peu près que j'avais le choix entre clim chaud-froid ou mécanique. Je fais de la moto depuis l'âge de 4 ans. J'avais des posters de champions de moto dans ma chambre. Mécanique me semblait plus logique que clim chaud-froid. Quoique j'ai manqué de vision comme mon prof de maths, ça gagnait mieux en 2024 le clim chaud-froid que la mécanique. Voilà. Donc, moi, je suis parti en BEP mécanique moto. J'ai découvert l'apprentissage. À l'époque,
J'avais 16 ans, tu vois? Mmh. C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, faire de l'apprentissage, tu étais un peu le mouton noir de la famille, quand tu allais dans les réunions: «Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui?» Et moi, j'ai pas du tout perçu ça de cette manière-là. C'était, une fenêtre de liberté, Mmh. sur la capacité à se dire: «OK, ce que j'investis en temps, je vais l'avoir en argent». Donc c'est, déjà mes premiers rapports au business, Ouais, c'est entre ça. guillemets, même s'il y en avait eu dans mon parcours collège, Oui. mais qui étaient moins légal, on va dire. Ceux-là, ils étaient plus approximatifs. On mettra ça de côté pour l'instant. La libraire s'en souvient, ceux qui possédaient des bagnoles à côté du collège doivent s'en souvenir, mais en même temps, tu as cette forme de compréhension Mmh. de ce qu'est le business. Je dis Ouais. pas que c'est bien et t'en tires pas des gloires, mais c'est pas ce qu'on t'apprend à l'école. Ouais, c'est ça À et l'école, on t'apprend pas que quand tu vas travailler, tu vas donner des heures pour recevoir, ou alors tu vas avoir un principe de méritocratie. mmh, Ce qu'il faut à l'école, c'est qu'on te note et qu'on te compare à ton camarade dès ton plus jeune âge ouais. pour répondre à un système et à un principe de réussite qui est lié à l'éducation nationale et pas lié au monde du travail. Mmh. C'est ça que j'ai eu du mal à comprendre, moi. C'est quoi la finalité? C'est d'avoir ton bac, mais après ton bac, tu repars à zéro. Ouais. T'as rien appris, tu connais rien. Tu as juste construit une fondation où tu sais même pas ce que tu peux faire grandir dessus. Et donc j'ai adoré ce parcours d'apprentissage parce que tu es une semaine en entreprise, une semaine à l'école. Et pour la première fois de ma vie, quand j'allais à l'école, d'ailleurs qui s'appelait pas l'école, ça s'appelait le centre de formation, Mmh. sauf que là, t'es pas footballeur, tu es mécano. Quand tu allais au centre de formation, les intervenants, les profs étaient des passionnés du métier. J'ai vu des gens me transmettre des choses avec émotion, Mmh. avec passion. Alors qu'avant, j'ai vu le prof à 1002 qui était à Colombes, qui avait 35 élèves, qui, somme toute, hein, sa vie n'est pas facile non plus, hein, Bien t'imagines? sûr. Il a été à l'école, après il a été à l'école pour apprendre à être à l'école, et après il est revenu à l'école pour être à l'école. Ouais et avec toutes les difficultés qu'il y a Si tu le associées, fais hein. pas avec passion Mmh. et toutes les difficultés qu'il y a à côté, c'est un sacré métier quand même. Ouais. Mais c'est pas plus difficile qu'être infirmier, que travailler sur les chantiers ou qu'être éboueur. Mmh. Donc j'ai pas forcément plus d'attachement Mmh. à ces personnes-là. Je pense qu'ils ont une responsabilité de transmettre Mmh. avec passion et émotion. Et dans mon parcours, sur ces nombreuses années que j'ai fait, parce que j'ai redoublé, je ne l'ai jamais retrouvé Ouais. dans ce système généraliste, alors que je l'ai retrouvé dans le système spécialiste. Et en plus de ça, souvent, comme tu dis, c'est des profs, mais aussi des intervenants. Il y en a peut-être aussi beaucoup plus qui sont plus liés au monde, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, qui vont être moins dans le Ils sont côté pur dans éducatif la et humoristique. transmission. À Mmh. l'époque, j'avais pas cette intelligence de le comprendre. Mmh. Pour moi, quand on est mauvais, on enseigne. Mmh. Sinon, tu continues ta carrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'âge faisant, Ouais, l'expérience faisant, tu te dis: «Putain, je peux quand même aider, je peux quand même bien sûr. transmettre». Ouais. Donc C'est beau ça. ces intervenants, ils étaient là pour transmettre, mais à côté, ils étaient pas en full time intervenant forcément. Ils étaient encore en poste dans des grandes écuries, de moto, GP, dans des grandes écuries, de motocross et autres, Ouais. ce qui anime le monde de la mécanique, moto auquel j'étais. Bon, il y avait, une partie vélo, mais j'étais plus a attiré par les moteurs. Voilà, et surtout, tu as le monde de la mécanique, tu as le monde du travail. Le Mmh. monde du travail dans la mécanique, c'est un petit peu comme la cuisine. Ah oui, OK. Tu as un chef En termes de d'atelier, rigueur, de voilà, discipline. de rigueur, de méthodologie. Tu Mmh. vois, moi, je suis très cartésien, très méthodologique et tout, et ça se ressent, c'est une valeur dans mon travail aujourd'hui. Et j'ai appris cette discipline. J'ai appris ce goût de l'effort. J'ai appris la méritocratie, ce qu'il n'y a Mmh. plus aujourd'hui. Le mec, il a fait bac plus 5, sort d'école de commerce, il demande 80K, une voiture, un téléphone, Et c'est normal. et tu ne sais rien faire. Ouais. Et c'est pas de ta faute. Parce qu'on t'a bourré le crâne, parce que déjà tu sors avec un crédit et il faut que tu le rembourses, mais parce que tu es tombé dans le piège d'un système, d'un patron qui possède l'école de commerce. Le patron est très smart, toi tu es le dindon de la farce, mais ça va être longtemps, on va mettre du temps à te déséduquer de cette vision-là. Et le parcours de l'apprentissage m'a appris plutôt, j'ai eu cette chance de comprendre la rigueur, de Mmh. comprendre le goût de l'effort. Et j'ai une autre chance, c'est que je fais tout avec passion. Mmh. Donc tant que j'étais dans la mécanique, j'étais passionné. Donc je m'investissais énormément et je Ouais, tu travaillais vas plus que les autres. Très vite, j'ai compris que la mécanique, c'était de 9h à 19h, de midi à 14h, c'est fini, et c'est ouvert du mardi au samedi. Mmh. Ok, mais il reste le dimanche, le lundi, il reste midi, 14h, il reste 19h, minuit, j'ai besoin de dormir 6 heures. Qu'est-ce J'ai qui se passe 16 ans, qu'est-ce qui se passe le reste j'ai du temps? 16 ans, à 18 ans, je veux aller chez BM m'acheter ma première BM. Rêve de bolo, j'aurais mieux fait de mettre dans la pierre. Mais t'as un rêve, faut y avoir accès. Bien sûr. Je fais ça.
j'ai fait ça, tu vois. Je dis, Et donc, tu waouh. faisais quoi sur les créneaux à côté, justement? Ah, tu fais la même chose sans payer d'impôts. OK. Voilà, tu fais de l'achat-revente, tu remets, tu restaures, heu, tu commences à créer, ce système de relations, Mmh. ce système de réseau, ce système de plus-value, ce système de management des coûts, achat, revente, temps passé, bénéfices. Assez simpliste, tu vois? Ouais. En somme toute, mais qui sont les bases. Aujourd'hui, même en conseil d'administration, si on met des beaux noms sur EBITDA ou tout autre, c'est OK. On achète combien? Mmh. Combien ça nous a coûté à créer? Combien on le vend? Quelle est la marge dégagée et comment on répartit Mmh. cette marge-là? C'est les mêmes principes fondamentaux que le mec qui est dans son garage, qui a 16-17 ans et qui rachète une moto, qui va chercher les pièces sur le bon coin, qui la remonte et qui la revend, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Et c'est la même pour tous. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on veut créer ce clivage en fonction des étages de la société où on est, mais l'entrepreneur, qui refait des façades, qui refait des cloisons, qui est plombier ou électricien, il gère la même chose et Complètement. comptablement parlant, financièrement parlant, qu'un grand patron d'une start-up ou Mmh. d'une grande entreprise. Ouais, c'est juste qu'il y a plus ou moins de Voilà, leviers, de détails ou quoi que c'est ce ça, soit, mais c'est comment, en fait, tu viens valoriser au mieux ton temps, le service, le produit que tu proposes et aller, bah, chercher c'est de la ça. croissance, quoi. Et du coup, pour revenir sur le parcours, j'aime gravir, je suis un compétiteur aussi, tu vois? Je Yes. suis un compétiteur de sport collectif. Mmh. Je ne sais pas travailler, je n'aime pas travailler tout seul. J'aime travailler plutôt dans l'ombre. Je suis plutôt un maker qu'un un capitaine Mmh. qui emmène ses foules. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui travaille, tu vois, de manière opérationnelle. Et j'adore ça. Mmh. Je trouve que c'est pas assez valorisé dans nos sociétés. On met en avant que les OK. stars. Mais en même temps, c'est ce que le public demande. Donc, il faut Ouais, il donner faut ce qu'il toujours une répond et tout. figure, Mais aujourd'hui, une j'ai un terrain présentation. d'expression, je peux C'est le livrer but. là-dessus, c'est le but. Et du coup, j'ai très vite compris que, bah, déjà, j'avais gravi tous les échelons en tant que compétiteur. Mmh. J'avais pas encore mon bac pro, que j'étais déjà chef d'atelier théorique. Mmh. J'avais eu ce principe de tu travailles dur, tu respectes, et tu délivres en même Mmh. temps. Et c'était une bonne chose pour l'apprentissage, mais dès que l'apprentissage c'est fini, tu reviens en full time. Donc Mmh. tous les matins, tu te lèves, tu vas au garage, tu comprends pas quelle va être ton ambition, ton avenir. Mmh. Tu vois, tu te dis: «Ouais, Petite là, perte de sens à ce moment-là. bah, là, tu as 19 ans, c'est jeune encore». Tu te dis: «Waouh, papa, non, non, Très, très jeune, hein. c'est mort, je reste pas enfermé là-dedans, je Mmh. reste pas enfermé là-dedans». Oui, ça fait du cash, ouais, c'est bien, c'est une sécurité, mais en vrai, la sécurité de l'emploi, j'ai la chance de pas l'avoir. Je rentre chez moi, il y a mes parents, j'ai un lit, Mmh. le frigo, il est plein. Juste, si je veux une nouvelle paire de baskets ou un nouveau téléphone, j'ai qu'à travailler, mais je l'ai déjà, cette valeur. Je propose au patron de reprendre un garage, de monter avec lui et tout. OK. Il est dans son patronat à l'ancienne, de se dire: «Ah non, j'ai pas une vision d'expansion». On termine l'affaire et moi, j'ai des opportunités à l'étranger. Je fais beaucoup de moto à côté, Mmh. je fais beaucoup de représentations de moto et à travers ces représentations de moto, mes réseaux, m'appellent pour me dire: «On a besoin de toi au Maroc pour faire un show». Je vais au Maroc, je rencontre un être humain, formidable, qui me dit: «J'aimerais bien monter, un garage au Maroc. En plus, j'ai trouvé un accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis. On peut importer des véhicules depuis le Maroc, depuis les US au Maroc. Est-ce que ça te dit d'y aller?» «Ouais, go, vas-y, on y va». Et donc là, tu chopais des motos, tu les préparais et import-export? Ouais, c'est ça, OK. voilà. Avec cette valeur de, amène le service en plus. Ouais. Tu, mets en place, déjà, à cette époque-là, une stratégie numérique et digitale. Puisque là, tu Mmh. es dans les années, 2008, tu as ces fameux sites web avec visionneuse photo qui apparaît, tu as ton réseau social Facebook qui commence à prendre, de l'importance, tu as Le Bon Coin en France, tu vois? Ouais. Mais en même temps, je redécouvre autre chose, les incoterms, les douanes, les taxes, les transitaires et tout autre, qui sont une autre brique, tu vois, que Ouais. tu viens rajouter dans ton cycle d'apprentissage. Hem, Ça explose et ça marche bien, tu vois, pour le coup, puisque le principe était assez simple. Tu allais à peu près à Miami choisir des véhicules, donc c'était cool, tu vois, d'aller à Miami. Tu les mets dans un conteneur, tu les ramènes à Marrakech et puis tu les vends en boîte de nuit entre 2 bouteilles de Dom Pérignon ou de Ciroc à l'époque, tu vois? Et à À ce la moment-là, tu as 19-20 ans là, du Et coup? à ce moment-là, tu as 19-20 ans, tu as ton garage avec tes associés qui sont, natifs, en gros, de Marrakech. Tu as l'Atlas, qui est juste à côté. Tu as ta moto, tu es dans le garage, tu mets la première, tu pars, tu
vois. Tu as ce feeling de sensation. Bon, tu déchantes très vite parce que ça marche 6-9 mois et puis après, tu te fais aussi un peu rattraper parce que le Maroc a des degrés de liberté en termes de fiscalité, en termes de taxes et d'encadrement d'entreprise. Mais il y a des contreparties non officielles qui vont vite comprendre que si tu fais de l'argent, il faut que beaucoup de gens croquent. Ouais. Voilà. Moi, ça me paraissait injuste. Et le mot Toujours le rapport par rapport à cette Ouais, méritocratie. voilà. Ça me paraissait injuste. J'étais jeune. Je fais beaucoup d'erreurs aussi avec mes associés. J'avais vraiment cette volonté de poursuivre dans cette opportunité que je voyais naître et qui, là, pour le coup, personne ne me l'avait apprise. C'était vraiment le digital, le numérique, comme on l'appelait à l'époque, tu vois. Et de se dire, il y a quelque chose à faire, tu vois. Et comme les sujets étaient un peu compliqués au Maroc, au début, tu fais importer par import au Maroc, puis après tu remontes, puis tu finis à Barcelone. Tu vas dire, je ne vais pas finir au Havre quand même, quoi, tu vois. Moi, j'étais rentré en France entre-temps et je gérais l'aspect plutôt online. Donc, le e-commerce, la promotion Cross Channel et autres, tu vois. Début du SEO. Ouais, voilà, début du SEO, quelle balise tu mets, qu'est-ce que tu dois faire, début du paid également, du paid Facebook et tout ça. À l'époque, Facebook, j'ai même plus de compte, je crois. Mais ça m'occupe pas 100% de mon temps. C'est vraiment 100% de mon temps, c'est entre 14 et 18 heures par jour pour moi. C'est parce que ça me passionne. Ouais, c'est ça. C'est comme un joueur de foot qui peut se lever et faire que ça, comme un compétiteur de moto ou autre. Je m'impose cette même rigueur et cette même hygiène par passion, pas par contrainte. Du coup, je fais ça pour le garage, ça continue, ça vivote. Mais à côté, je me dis, ok, fais la même chose autour de chez toi. Tu es rentré en France, donc je vais faire de la prospection, du porte-à-porte. Je vais toquer chez un électricien, chez un serrurier, chez un chauffagiste, chez un mécano. Et puis, je prends son marché pour lui créer un site web parce qu'il n'en avait pas. Puis à côté, je prends l'enseigne. Puis je prends toute l'identité visuelle. Alors, du serrurier, au début, tu n'as pas de gloire, tu vois. Et puis après, je crée une agence où je suis tout seul, je rencontre un autre associé justement via un contact à moi que j'avais rencontré à Miami, qui était un mec avec qui j'étais à l'école, qui était un mec formidable et hyper intelligent, qui me rejoint par la force des choses. De toute façon, la vie elle est faite que de rencontres quand tu as la chance de pouvoir t'exprimer. On monte une agence à 3 de com, ça marche hyper bien et on va encore plus loin dans le délire. On recrute des graphistes, on achète des imprimantes, on met une usine, on produit. Donc tu vois, on lit vraiment le online ou offline pour toute l'identité visuelle. Et là, ça commence à prendre. On prend des clients dans l'automobile comme BM, comme Opel, comme Coyote. On prend des clients dans l'énergie comme Iberdrola, comme tout ce parcours-là. Et cette aventure, elle m'amène à vraiment rentrer dans le niveau d'après. Tu vois, tu comprends ce qu'est un comptable, un expert comptable, ce qu'est le juridique, les contrats, les conditions générales de vente, les payes, l'URSSAF, la TVA. T'as pas ça au Maroc. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je tombe dans un phénomène où je me dis, attends, tous les gens que je vais démarcher et que je vais voir, ils ont un savoir-faire manuel, de l'artisanat, et je le booste pour qu'ils restent à l'air du temps. Mais il y en a plein qui n'ont peut-être pas cette capacité et cette intelligence de le faire. Donc, je me mets à regarder quelles sont un peu les boîtes qui vont mal. Mais à un niveau très local. Hein. Ouais, mais je suis pas Bernard Tapie, je vais pas racheter Seb, tu vois ce que je veux dire. Mais je vois un mec qui a des UV, je vois un gars qui a un centre de foot en salle, je connais un autre qui a une carrosserie, qui a une vente de pièces auto et qui est dans ce même schéma-là. Je dis, mais plutôt que lui faire une facture à 40, 50, 100 000 balles, je vais rien dire, je vais le racheter et je vais le faire par moi-même, tu vois. Donc, je commence à toucher au entrepreneuriat, donc à avoir cette dynamique de gestion. Tu mets des gérants, tu refais ton identité visuelle, tu te positionnes online, tu fais ton pay, tu fais tes formules d'abonnement, tu fais tout ça et tu fais grossir un petit peu ce principe-là. Et j'ai été jusqu'à avoir 6 ou 7 sociétés, tu vois, en même temps, sachant que l'agence, en gros, de com visuel, était un peu le lion un petit peu. Ouais, le lion, c'est un peu la holding visuelle, tu vois, des autres. Et puis, c'était surtout celle qui dégageait le plus de revenus, le plus de chiffres. Les autres, ça restait des petits commerces de détail en centre-ville, tu vois. Mais après, tu utilisais aussi les besoins de tes différentes sociétés pour utiliser les services de ton agence aussi. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai pas réussi à faire, c'est faire travailler les sociétés entre elles. Ouais, voilà. Mais parce que le centre de foot est un carrossier,
à part mettre de la pub, tu vois, sur les parois, il y avait pas Mmh. trop de liens. Une agence de com, par contre, avec de l'event dans un centre de foot, on a réussi à faire des trucs, mais c'est resté, très embryonnaire et très amateur. Ouais, OK. Et après, j'ai surtout une rencontre qui a littéralement changé ma vie professionnelle. J'ai rencontré William Eldin, qui est, le fondateur de De Twenty 22, mais qui avant ça avait créé une super success story. Ce mec-là, il fait quand même partie des top 10 entrepreneurs français de l'époque de moins de 30 ans Mmh. à être millionnaire, tu vois? En termes de chiffre d'affaires. Et c'était à l'époque, tu avais pas tout ce florilège de start-up, tu avais pas toute Ouais. cette hype sur le jeune entrepreneuriat, tu vois? Le patron venait avec l'expérience à l'époque. Exactement, ouais. Et lui, fort de cette détermination et cette rage qui l'anime et cette capacité à emmener les foules, j'ai vu quelqu'un pour la première fois qui allait plus vite que moi sur un autre terrain, mais j'allais plus vite que lui sur un autre terrain et c'est véridique. Parce que ce qui nous Ouais. rallie, c'est beaucoup la vitesse et la moto. Coyote, c'était de la vitesse. Lui, il aime le goudron, moi j'aime la boue. Voilà. Heu et il était pour la première fois devant moi, tu vois? Ouais, Au temps de passage. Alors que moi, c'était très bien ce que j'avais. J'étais dans ma ligue, dans mon niveau, c'est je ça. me pensais un champion et puis je l'ai découvert, j'étais nobody, quoi, tu vois? Ouais, OK. Et en même temps, il a une C'était quoi les 2 catégories où vous étiez complémentaires? Quel est l'aspect sur lequel lui, il était plus rapide et toi, tu étais plus rapide? bah, déjà, lui, il avait une boîte qui faisait 120 millions d'euros. Je faisais, Coyote? ouais, je faisais 120 000 euros, tu vois? Oui, Il n'y avait OK. pas un rapport de 10. Oui, on va dire en termes de track record de CA de Je société, regarde ouais. que ça. OK, ouais. Comme disait Tom Ford, hein, number don't lie, check the scoreboard. Ouais. Quand tu es là-dedans, si tu es dans une compétition saine entrepreneuriale, tu Mmh. regardes ça. Bien sûr. Après, tu regardes la marge. Putain, les bidas de Coyote, il était énorme. Eh bien, en fait, c'est même pas ça qui m'a amené. Mmh. Puisque c'est un mec qui est tellement humain, Mmh. qui est tellement accessible, heu, qui a un capital sympathie énorme et une intelligence situationnelle et une vision qui fait que tu es obligé de tomber «amoureux» entre guillemets. Ouais, Tu OK. vois ce que je veux dire? Heu, Moi, je suis tombé amoureux de la personne, et de la dynamique de là où il pouvait m'emmener en disant: «Putain, ce mec-là, il vient de Nanterre, toi tu viens de Colombes, vous avez à peu près les mêmes parcours de vie». Tu vois, pareil, il a pas fait trop d'études, il a été à l'école de la radio parce qu'il fallait suivre un truc, il a fait de la débrouille, il a fait plein de choses. Il a vécu, anti-radar, il a monté ses premiers magasins, ses premiers tout sur le service client comme moi, il est beaucoup plus loin que toi. Mmh. Pourquoi, tu vois? C'est ouf et tout. Heu, Accroche-toi, essaye de suivre, prends tout ce qu'il y a à prendre, mets une paille dans son cerveau, Ouais. tire tout ce qu'il y a pour toi et on verra ce qui se passe. Et en plus, cette rencontre de mémoire, tu m'avais raconté, c'est une rencontre, c'est un ami en commun, vous vous êtes retrouvés à Ah, un un barbecue. barbecue, et voilà, Comme quoi. toutes les rencontres dans ma vie. Ouais, voilà, Ça, c'est pas des rencontres, purement orientées business, networking ou C'est quoi que ce soit, c'est la vie et ton ouverture qui a fait que vous vous êtes croisés et tac, il y a eu un fit, quoi. Tu sais, puis JF, moi j'ai la chance de pas avoir eu à me stresser pour Mmh. réussir. Comme je te dis, il faut être conscient de cette chance. J'avais des bons parents, j'avais une bonne éducation, j'étais pas à risque, tu vois, donc j'étais pas obligé de faire semblant. Mmh. Donc tu pouvais rencontrer des gens quand tu le souhaites dans des moments de vie et vraiment fondamentalement écouter tes sentiments plus que le fait que si tu es pris à la gorge, que tu as un loyer à payer, que tu as un crédit, tu as un truc, tu dis putain, il faut que je saisisse Ouais. la première opportunité, mais est-ce qu'elle est rationnelle? Est-ce Mmh. qu'elle est juste, tu vois? Et moi j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et puis après, j'ai développé un feeling, je me trompe rarement sur les gens. OK. Vraiment, je me trompe rarement. Je sais pas si c'est un talent ou quoi que ce soit, mais on a ce feeling et William a le même aussi. De se dire, on sait très vite quand les gens sont vrais et Ah. on répond à un seul sentiment commun, c'est la loyauté. Mmh. Tu vois, c'est un mot qui est important, qui est ancré chez 22. On le dit très souvent, hein, on te recrute à 51% chez 22 pour les valeurs, l'ADN et la loyauté. Les 49 autres pourcents, c'est ton exécution dans tes tâches et dans ton savoir-faire. OK. Mais si tu es pas loyal, tu ne sauras pas travailler en équipe. Un talent individuel n'a pas d'apport de valeur quand tu construis de grandes choses de manière collective. Mmh. Donc c'est vrai que c'est des valeurs qui nous ont assis là-dessus. Effectivement, pour revenir, parce que j'ai fait une grosse digression, et je l'ai rencontré à un barbecue, puis j'ai travaillé pour lui en fait. Pendant, Suite à ça. comme je t'ai dit, ce que je voulais, Ah bah oui, c'était raccrocher le wagon. Coyote comme client. Exactement. Et j'ai été me confronter à l'exigence Coyote, l'exigence William et de tout ce qu'il avait réussi à inculquer aussi dans ses équipes. Parce Mmh. que tu peux avoir un leader qui a cette vision, qui a cet ADN, qui a cette envie,
Mais ce qui était choquant à l'époque chez Coyote quand il y était, c'est que franchement, il devait être 100%, tu vois, lui, parce que c'est la tête de proue. Ouais. Mais en dessous, c'était 98% collé à la même ADN, aux mêmes Ah, valeurs, ok. à la même vitesse, à la même exécution, à la même qualité, tu vois. Et il y a plein de personnes dans ces équipes-là pour lesquelles ça a été un tremplin, Coyote, vraiment dans leur carrière. Et du coup, moi, j'ai travaillé pendant presque 3 ans pour lui. On a fait toutes les ouvertures. Coyote, au début, j'ai pris juste l'identité visuelle physique, puis après numérique, puis la création de concepts et tout ça. Puis je me suis confronté à cette exigence. Et puis un jour, j'ai été à un déjeuner où je pensais aller négocier les contrats de l'année d'après. Et il m'a dit, je vais vendre Coyote. C'est une expérience géniale, mais c'est une prison dorée. J'ai 30 ans, je veux repartir à zéro et je veux avoir ma seule entreprise, mon seul bateau que je peux conduire. Je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas ce qu'on va vendre. Je suis passionné de technologie et de nouvelles technologies. J'ai une équipe R&D. J'ai envie que tu viennes avec moi pour établir le développement commercial de ma nouvelle entreprise qui s'appellera 22. Bon, je suis sorti du repas. Je lui ai dit, j'aime le fait qu'on ne sache pas où on va. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que j'ai des associés, des employés. Il faut que je puisse manger avec eux de manière cordiale, même si ce n'est pas amical, quand j'aurai 80 ans. Ouais. Donc, on finit bien autant que faire se peut, parce que la perception est souvent différente en fonction d'où tu te situes du côté de la table. Il a tenu parole, parce que je crois que le dernier employé de cette aventure-là est parti il y a 3 mois, tu vois. Ok. Donc ça fait 10 ans presque maintenant. Donc Mm. il a réussi, il a tenu encore cette parole. Et c'est quelqu'un avec qui, dès qu'on est parti jour 1 chez 22, on avait déjà ses réflexes et ses connaissances. Puis il arrivait dans son bateau. C'est lui qui allait le tenir. Et nous, on savait quels étaient nos postes dans ce bateau-là. C'est Ouais. très important. Ouais, je capte. Il faut un chef pour diriger Forcément, la tête. la tête. Il faut un chef pour les bonnes, les mauvaises décisions, pour les bons moments et les mauvais moments. Ouais. Je t'entends parler de ton parcours, de tout le fil rouge un petit peu qu'il y a eu, et quand tu parles de William là, rapidement, c'est ça que souvent on dit, bah, effectivement, quand tu bosses avec passion, et il faut trouver quelque chose dans lequel tu es épanoui, que tu aimes faire, parce que c'est ça qui te permet d'aller tout droit, de vraiment mettre de l'effort, du travail. C'est ça aussi qui te permet un des facteurs qui te permet de réussir. Mais toi, au final, il y a eu, de base, c'est parti de la passion de la moto, que tu fais depuis 4 ans, mais finalement, tout est lié à de l'ouverture d'esprit, le fait de vouloir aller à fond dans ta vie et de profiter pleinement de tout le temps qui t'est accordé, entre guillemets, mais d'avoir aussi cette ouverture, cette créativité business, avec cette curiosité, cette ouverture et cette identification d'opportunités. Parce que tu pars justement de faire formation en mécanique, tu t'arraches, tu bosses bien dans ta boîte, mais finalement, avec les rencontres, tu as l'opportunité de faire de l'import-export et autres. Et c'est ça qui te permet ensuite de mettre le nez dans le côté, bah, il y a une opportunité de digitalisation. Et alors que tu es toujours dans le sujet par rapport aux motos, ce sujet de digitalisation, tu vois des opportunités dans des secteurs qui n'ont plus rien à voir. Et à chaque fois, tu viens regrouper, et c'est tout un ensemble un petit peu de boucles et d'embranchements qui viennent se créer, tu vois. Mais c'est très vrai, mais ce qui résume tout ça, il y a un seul mot qui résume tout ça, c'est la passion. Ouais, Toi, au début, je suis passionné. Et puis, tu es jeune, tu as envie de bouffer le monde, tu Ouais. vois. Il y a un philosophe du 92 très célèbre qui disait je traîne à 2 kilomètres, j'ai grandi là à 2 kilomètres d'où je traîne, tu vois ce que je veux dire. Ok. Moi, dans ma tête, le monde, il était énorme, tu vois, mais le monde entrepreneurial, le monde du business, le monde de Ouais. la découverte et tout ça, tu vois. Et au final, ce qui a été ce point de bascule avec 22, c'est que j'étais très très bon pour me diversifier, Ouais. mais du coup, tu es un peu un couteau suisse. et t'as pas le côté méga expert. Méga expert. Et ce que j'ai adoré avec 22, c'est dire, OK, maintenant, vu que tu as vraiment toute cette palette, tu vois, de skills, Mm. essaye de la mettre pour une seule cause. Ouais, ok. Et ça a été radical. À partir du moment où on a monté 22, je me suis dit, vas-y, il faut que je me focalise sur cette entreprise, parce que, tu sais, avant, dans nos parcours, tu as des amis et tu t'associes avec eux. Mm. Et puis après, il y a eu un point de pivot dans la carrière, c'est les gens avec qui tu t'es associé deviennent tes amis. Oui. Et ça a changé beaucoup de choses quand même. Ça veut dire que tu as pris de l'expérience, tu as eu besoin au départ, et que tu as compris que les parcours de vie et les ambitions étaient différentes. Et quand tu rejoins les personnes qui ont les mêmes ambitions dans ton parcours professionnel, ils deviennent naturellement des Ouais, amis. Voilà. c'est- Donc tu as des frères et des amis tout au long de ta vie. Ouais. C'est ma perception. Mais effectivement, mais après,
moi, j'ai jamais fait ça pour me dire: «Je veux être un grand entrepreneur, je veux être un grand de ce monde, je veux être un grand patron et tout». Tu vois? Alors la passion, c'est quoi dedans? Tu vois La cette passion, c'est la curiosité, c'est l'apprentissage. OK. Tous les matins, il faut que je me lève, il faut que j'apprenne quelque chose. Voilà, Hier, OK. j'étais au tribunal, OK. voilà, Rien de grave? rien de grave. J'étais au tribunal quand même, mais j'ai adoré. Parce que t'as découvert, t'as appris plein de nouvelles Tu choses. découvres qu'il y a du dialogue dans ta justice, tu découvres qu'il y a des gens ouah, qui ont des vies à côté de toi où tu es dans ton truc à 100 à l'heure et tu te plains parce que ton iPhone, il n'y a plus de batterie et que les mecs sont en Ouais. galère. Enfin, t'as des trucs de fou qui se passent, tu vois. Ouais. Mais t'apprends. Même si à la fin, je payais une amende, tu vois. Et je lui ai dit à la présidente du tribunal, je dis, ça fait cher l'expérience, mais j'ai appris quelque chose, j'ai découvert quelque chose. Ouais. Et c'est ça tous les jours. Le fait de Faut que grandir j'apprenne, en de permanence. grandir, de découvrir et d'aller Génial. vers OK. ta curiosité naturelle. Mmh. Bien sûr qu'il faut structurer, bien sûr qu'il faut mettre des process, il faut mettre des lignes. Ah, mais chez 22, on a un ADN de pirate déjà, tu vois. Et on va là où, en fait, à un moment, t'as beau avoir tous les tableaux Excel, toutes les décisions cartésiennes, c'est le feeling et l'irrationnel qui décidera, tu vois. Si tu le sens, t'y vas. Si tu le sens pas, t'y vas pas. Et c'est pareil pour la passion, tu vois. Pour ça que j'ai été un peu dans tout. J'étais dans tout parce que Donc il y a cette passion pour l'apprentissage, la curiosité, la découverte. Il y a aussi, après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, pour les personnes qui nous écoutent, qui peut se travailler. Pour toi, j'ai l'impression aussi que c'est assez inné. C'est le fait, je sais pas si le bon terme, doueur, c'est t'es curieux, mais en même temps, tu vois une ouverture, tu fonces, t'y vas, t'appliques, tu mets en pratique. T'as le côté cartésien très concret aussi, et c'est l'association des deux qui te permet d'aller là-dedans, quoi. bah, après, je suis très mauvais pour transmettre, tu vois. Ouais. Le fait que je fasse ça, c'est un petit peu dans la moto, j'avais le même problème. C'est tellement naturel pour moi. Mmh. Et j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un apprentissage, tu vois. OK, ouais. Donc je suis très mauvais pour dire il faut faire ça, il faut le faire comme ça, de cette manière-là. Et en plus de ça, j'ai pas forcément la pédagogie pour encore, quoi, tu OK, vois. ouais. Voilà, ça viendra. Mais je sais même pas, en fait, c'est pas un truc. C'est pas un truc, voilà. Je préfère faire, Ouais. emmener avec les équipes. Mmh. Je pense être, tu vois, un bon manager parce que et ils ont ce référentiel de mon manager. Il taffe dur, il taffe plus, il est là quand on a besoin que celui qui va prodiguer les messages de Mmh. comment faire. OK. Voilà, c'est une personnalité. Il y en Mmh. a qui savent très bien le prodiguer et en même temps, ils gèrent beaucoup plus de sujets que moi aussi. Mmh. Oui, forcément. OK. Ah, mais écoute, hyper cool. Bah, pour revenir sur le sujet, genèse de 22. William, il dit qu'il y a un projet qui s'appelle 22. On ne sait pas encore ce que ça va être, mais c'est voilà, Voilà, on est ensemble, on est une bande de pirates, on va s'expertiser sur un sujet dont on ne sait pas encore. Let's go. c'est ça. Après, William avait déjà ses idées. OK. C'était la tech. Mmh. Il avait déjà, à travers Coyote, vu qu'il y avait des caméras sur les Coyotes, initié des travaux de recherche Mmh. sur ce qu'on appelait déjà l'analyse vidéo. Oui. Puisqu'il avait connu l'interdiction, il fallait reconnaître les panneaux et tout ça. Il voyait que ça prenait pas chez Coyote et il voyait que cette étape allait être une révolution. OK. Moi, il me le montrait, c'était des dessins autour des bonhommes. J'avais absolument pas de conscience de ce truc-là et je ne voyais pas comment moi, dans ma petite carrière, ma petite réussite, j'allais le retranscrire. Mais je lui faisais fondamentalement confiance parce qu'il y a deux choses qui m'ont plu. L'aventure humaine, Mmh. l'expérience et la structuration qu'il avait chez Coyote et qu'il allait Ouais. reproduire. Donc, tu gagnes quand même énormément de temps. C'est une superbe école de la vie, Coyote, quoi, tu vois. Et de deux, il fallait faire du chiffre d'affaires tout de suite. Tu vois, on partait pas dans on va faire un deck, on va aller lever des trucs, machin chouette et tout. C'était On était directement en ancré. propre. Ah ouais, OK. c'est William, il est sorti de chez Coyote, il a pris les sous qu'il a pris chez Coyote, il les a mis sur le compte en banque de 22, et il a dit on recrute 20 personnes, on a un an, on fait du chiffre d'affaires. Let's Moi, je go. prenais 50%, j'achetais une maison, je mettais à gauche. Lui, il a fait all-in. Déjà, tu Ouais. te dis, ok, Ouais, ok, toi, déjà, en le termes niveau d'état d'esprit. d'engagement, tu dis, il est toujours devant. Mmh. J'aurais pas fait ça. OK. Donc, tout naturellement, et étant à peu près le seul de l'équipe avec William à avoir moi un parcours entrepreneurial, entre guillemets, lié à l'acquisition quand même, parce que dans tous mes business, il fallait payer la TVA, l'URSSAF, les salaires et tout, tu vois. Mmh. Tu étais dans des petits commerces de détail, donc au mois le mois, il faut refaire. C'est ça, il faut payer tes C'est employés. ça. Là où William venait du modèle abonnement. Ouais, d'accord. Hyper OK. intéressant, tu vois. Mais du coup, au début, l'abonnement, il faut avoir un produit. Mmh. On avait des sous, mais c'était pas non plus beaucoup de sous. Et puis, dans le logiciel, ce que tu découvres très très vite, c'est que quand tu as 20 personnes, en fait, tu fais pas grand-chose non plus. OK.
Parce qu'il t'en a un qui va t'expliquer qui fait le front, l'autre qui fait le web, l'autre qui fait le back-end, qui fait le front-end, lui il fait du Python, lui il fait du Java, lui il fait du C, lui il fait du ceci, lui il est DevOps, lui waouh, c'est des salaires, les mecs c'est déjà des stars chez Google à l'époque hein, quand même, tu vois. Donc tu dis waouh. Mais du coup, on développe 22 sur des technologies de vision, humaine ou machine à la base. Donc, on surfe sur la trend de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ok. Et Là, on est en quelle année? 2014? 2016. 2016. Ok. Tu vois, 2016, on est là, on lance là-dessus, on fait des vrais OP de com parce que Facebook annonçait leur premier Oculus à l'époque, tu mettais ton téléphone et tout. Là, et puis moi, je reviens de l'événementiel, hein, ma boîte de com, event et tout, on fait des vrais OP, tu vends du 100, 200, 300 000 euros par mois, tu vois, de ça. Certes, c'est 300 000 balles pour financer ta R&D en computer vision. Tu recrutes des docteurs, des ingénieurs, tu commences à travailler ton IP, 2016-2017, ton IP elle commence à grossir, tu dis, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis dans le faux? Faut aller voir ailleurs. William part aux États-Unis, il va en Californie, il va voir dans la vallée si on est en avance, si on est en retard, si on est tout seul à exister dans Paris ou si le monde nous a déjà rattrapés. Tout le monde est ex-aequo. Mais parce que là, à ce moment-là, c'était qu'un MVP, il y avait déjà un produit fini. Il n'y avait pas de produit. On développait pour des entreprises, pour des industriels, type SNCF, Aéroport de Paris, Renault et tout autre, des expériences de formation ou d'entraînement, ou alors des expériences d'analyse vidéo à des fins de sûreté et de sécurité. Tu vois, les premiers trucs qui nous font connaître, c'est le Futuroscope Sébastien Loeb, en réalité virtuelle. C'est Enedis, l'identification des câbles enterrés avec un Microsoft HoloLens. Tu remets ça en 2017, 2018, hein, c'est une résolution. Et c'est le bagage abandonné à la SNCF, c'est de la détection de défauts sur des lignes d'assemblage pour des constructeurs automobiles, c'est un logiciel d'enquête vidéo pour les forces de l'ordre, tu vois, mais on développe des briques. Voilà, c'est développer des briques pour des cas d'usage très spécifiques. Franchement, on continuait comme ça, on était une SS2I de la computer vision. Ouais, d'accord, voilà. Ok. Mais, sauf qu'on réinvestissait tout dans cette R&D, et avec la vision première de Will, de se dire, dans 3 ans, quand on a fini notre benchmark, on sort notre produit. Ok. Au milieu de tout ça, première année, on doit faire 1 ou 2 millions d'euros de service déjà, tu vois. C'est beau, mais t'as 25 personnes. Hein, t'es limite break-even, quoi, tu vois. Deuxième année, on monte, donc là, on est content et tout. Et Will part beaucoup aux États-Unis pour voir ce qui se passe. Et moi, je lui dis, il faut qu'on lance autre chose, il faut qu'on aille voir ailleurs. On entend énormément parler de l'Asie. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il faut qu'on aille se confronter à ce marché-là pour voir si on est dans la bonne direction. Donc, à peu près en une semaine et demie, je pars m'installer à Shenzhen, j'y reste 2 ans, je fais presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec des entreprises européennes locales qui ne voulaient pas donner leurs données au gouvernement chinois. Tu vois, donc là, tu dupliques le modèle SS2I. Ouais, exactement, sachant que l'objectif secondaire était de se dire, ok, l'industrie asiatique dans la computer vision, elle en est où? Les labos, les recherches, les patents, enfin les brevets et tout ça, ils en sont où? Et on se rend vraiment compte que tout le monde est à peu près à ISO. Les Chinois sont très très forts pour le hardware et l'embarqué. Les Américains sont très très forts pour faire des outils permettant de créer des modèles de computer vision, et qu'en fait, il y a encore un petit peu un terrain de jeu, il y a encore un grand terrain de jeu même pour les acteurs comme nous qui utilisent des outils, créent des algorithmes qui bénéficient au hardware ou au base serveur. Tu vois. Et donc, il y a un vrai point de pivot. C'est CES 2019, fait la grande messe et tout. On dit, OK, on va tester une ébauche de projet de notre produit qui s'appelle Raccord et voir un peu comment le marché mondial le reçoit. C'est le feu. Franchement, c'est le feu. On dit, OK, on va vendre ce produit, ça va être incroyable et tout, parce que vraiment, au CES, tu rencontres tout le monde. C'est des gens que tu as à côté de toi à la Défense, il faut que tu les vois à Vegas, quoi. Tu vois, j'ai souvenir tous les board members de LVMH, de Total et tout ça, et tout le monde, quand tu leur montres ça, tu sens qu'opérationnellement, ils en ont besoin et que tu vas amener quelque chose dans les années à venir qu'un ROI. On rentre. Il faut qu'on arrête le service, il faut se focus, tu vois ce que je veux dire. Mais William et moi, on a un problème, c'est qu'on ne sait jamais dire non. Ok, à des demandes. Tu ne peux pas dire non à un client. Toute notre vie, c'est lui qui t'a nourri. William, il vient du service client. Il était dans
Sport Auto Magazine, il allait installer lui-même les coyotes des mecs, tu vois. Alors, Ouais, prenait c'est ce que tu déjà disais, des que ce soit millions toi ou d'euros. William, c'était à chaque fois la différenciation par le service. Puis on aime l'humain. Hmm. On aime l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est difficile. Le mec t'appelle, le client t'appelle, il te fait confiance dans son service depuis 2-3 ans, il t'envoie des 300-400 000 euros et tu lui dis bah non, désolé, je vais me focus. Mais on a dû le faire. Alors Ok. après, il y a quelque chose qui nous a aidés, le Covid. Parce Ouais. que je t'ai dit, on est en 2019. Hmm. 2020 Covid, on est fin 2019 sur notre produit, c'est le CES 2020. On lance notre produit pendant le CES. Ouais. Donc là, il faut vite trouver des fonds quand même, parce que toi, tu as un business model de service encore. Ouais. Tous Donc, tes gros, ils coupent tout là. Ouais, donc les grosses Là, il y a- charges là, qui coulent là. Voilà. Mais on avait créé l'overlap quand même. Mm. C'est pas arrivé du jour au lendemain avec le Covid auquel on voulait créer ce produit-là. C'est Mm. arrivé bien avant. Depuis la jeunesse, on voulait revenir sur ce mode service. Je te rappelle, William vient de Coyote en produit et il fallait tendre du service au produit chez Twenty. Donc 2020, on ferme tout, on arrête tout, mais on est un peu contraint et plus besoin de dire non. On se dit on a 2020 pour faire notre plateforme. Ok. Let's go. Ouais, bon, 2020, 2021. Voilà, tu fais tes tests clients quand même, ton gros A/B testing, on sort la V1 du produit, Ouais. Mais parce que là, fin du coup, 2021. le fait qu'il y ait le Covid, c'est ok, c'est beaucoup plus dur de dealer, mais toute la phase de R&D, c'est en fait, ça a pris plus de temps parce que tu pouvais pas avoir les allers-retours. Alors là, on était peu, t'as raison, j'ai été un peu vite. T'as une taille d'équipe. Ouais. Ce qu'on a connu et pourquoi le produit est peut-être sorti aussi tard, c'est que quand tu rentres un client à 300 000 balles versus développer ton produit, tu prends le client à 300 000 balles. Sauf que ta taille d'équipe, c'est à peu près la même. Tu vois. Ouais, ok. Donc, tu peux aller moins vite. Ouais, forcément. Donc, il nous fallait du financement pour tout mettre en pause et se dire on a 12 mois. Okay, le Covid nous a forcé à faire ça, avec des prêts à l'époque, tout, pour nous dire ok, on peut aller plus loin. Mais on n'avait pas d'assets produits encore. Ok. On avait des assets R&D, on avait des algos de détection et de tracking et ce qu'on appelle de la donnée bien plus que nos compétiteurs. Mais tout ça, ça ne fonctionne pas tout seul. Faut le mettre sur une base architecturale, sur un produit. Donc en fait, on n'a pas construit la techno pendant cette année-là, on a construit l'architecture logicielle permettant de s'intégrer dans des systèmes existants. Parce que le positionnement du produit, c'était de se dire, vous avez des centaines, voire des milliers de flux vidéo qui vont dormir dans des disques durs et vous allez les consulter que quand il y a un problème. Faites-les transiter dans notre produit et on vous remontera la donnée augmentée traité par notre intelligence artificielle. Donc, je vais te donner à toi, gérant de magasin, ton temps d'attente. Toi, responsable sécurité, un départ d'incendie, une personne hôtel. Toi, directeur des opérations, la fréquentation et tout autre. Tu vois. Et ça, à travers le réseau de caméras existant, que ce soit là à des fins de sûreté ou de sécurité, on peut les utiliser à des fins de performance. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que de base, c'est plus de résolution de problèmes, de compréhension. Là, c'est comment on vient créer de la valeur. Mais pour tout ça, tu dis, ouais, c'est facile. Mais va traiter 100, 200, 300 flux vidéo en simultané, en temps réel. Il faut créer ce qu'on appelle un media manager. Okay. Ça n'a rien à voir avec l'analyse vidéo, mais c'est une brique, une composante logicielle essentielle pour que ton produit puisse fonctionner. Une fois que tu as créé ça, sur quoi tu vas asseoir tous tes algos pour que ta plateforme puisse être évolutive. Parce que si on laisse ces algos-là sur la V1, on est obsolète sur la V2. Okay. C'est notre monde. Hein. Tu vois, en Chine, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de déposer des brevets. Ah bon? Garde 6 mois d'avance. Tu te feras copier quoi qu'il arrive. Okay. Tu te feras copier quoi qu'il arrive. Tu dépenseras plus pour poser les brevets et pour les poursuivre que de prendre de l'avance. D'accord. Et c'est dans nos mindsets de prendre de l'avance. Donc tu t'écartes par l'innovation, tu t'écartes par la vision et non pas par la régulation. Okay, ouais. Parce qu'on a un peu de mal à faire en France. C'est un autre sujet. Ouais, c'est ça. On y reviendra. Mais du coup, tout ce produit-là, il faut le construire et après restituer cette donnée à valeur dans des logiciels métiers. Si tu veux que tu aies une adoption massive de ton produit, il faut limiter la conduite du changement d'un point de vue opérationnel et dans les métiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a dû penser l'input, créer l'architecture d'accueil et structurer la output pour les destinations de la donnée à valeur. Okay. Ça, on pensait que ça prendrait 1 an. Ça a pris 1 an et demi, 2 ans. Bon, on était dans le Covid, le marché ne s'ouvrait pas. Le premier marché qu'on ouvre après et qui reste un petit peu ouvert, c'est les collectivités. Elles ont plein de caméras, elles ont des personnes qui se brûlent les yeux derrière les écrans. Autant éteindre ces caméras, afficher le flux vidéo quand il y a une valeur et prendre la décision par un être humain. Donc, tu te positionnes comme un outil d'aide à la décision. Okay. Mais la problématique de ce produit-là, c'est quand tu le vends,
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ils espèrent qu'une seule chose, c'est ne pas l'utiliser. Oui, vu que c'est. Toi, tu es directeur d'un centre commercial ou maire d'une ville ou d'une police. Dans le monde idéal, tu n'as pas de problème. Exactement. Ok. Donc, tu as du mal à prouver le ROI. Puisque le mec te dit, bah ouais, mais moi, j'espère ne pas l'utiliser, ton produit. Effectivement, si je suis amené à l'utiliser, il va me faire gagner du temps. Mais le besoin premier, tu viens pas répondre forcément à un pain, si ce n'est la charge mentale, le bien-être au travail de ses salariés. Soit. Mais dans le monde dans lequel on est, c'est je dépense tant, combien je gagne. Ouais. Ce qui est logique. On réagit tous comme ça. Et là, c'est plus compliqué parce que, comme tu disais, c'est Démontre pas le ROI. vu qu'ils espèrent que ça ne va pas arriver, tu peux pas quantifier non plus le temps qu'ils vont passer. C'est ça. Puis la sécurité, c'est un milieu de promesses. Ouais, en plus. À la base, on a fait des tranchées, après on a mis des ponts-levis, après on a construit des murs, des fenêtres, des barreaux aux fenêtres, des caméras, des alarmes, des mecs derrière les caméras. Et là, on vient pour la 8e vague leur dire bah, c'est la révolution. Les gars, ils ne voient plus. Enfin, ils disent la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût, tu vois. Ouais. Enfin, ce qui m'a marqué. Ouais, mais du coup, elle n'a pas de profit, elle n'a pas de bénéfice pour eux. Mais c'est pas grave. Il fallait avoir le retour d'expérience des personnes qui utilisent le plus les systèmes vidéo pour peaufiner notre produit. On a fait aussi de très belles ventes avec ça. Ça nous a permis de conquérir un marché également. Ça nous a permis de le transposer également dans des marchés régaliens. On a beaucoup de ministères qui utilisent notre logiciel aujourd'hui. Ça en est même devenu un actionnaire de 22. Donc ça nous drive par l'État. On a une valeur à la nation qui est importante parce qu'on est reconnaissant de la chance qu'on a aussi d'être dans ce pays, même si on peut s'en plaindre. On est quand même des chanceux. D'ailleurs, William, il était avec le président Macron au Maroc, c'est ça? Il a eu la chance voilà, d'accompagner et d'être sélectionné comme, notre entreprise est une pépite technologique française et puis d'aller signer surtout. Tu vois, t'es plus dans ces délégations où on se balade et tu fais des photos. On a été signé un accord avec un grand de l'intégration marocain pour déployer nos solutions dans les infrastructures marocaines. Ça, c'est génial, bravo. C'est cool. C'est génial. Et forcément, et merci surtout, et forcément, ça montre que le marché s'ouvre. Et très vite, une fois qu'on a fait vraiment ce rétexte des premiers utilisateurs, on a dû partir vers le ROI. C'est obligatoire. Et partir vers le ROI, c'est comprendre, OK, où en est mon go-to-market, quel est mon product market fit, qui sont mes utilisateurs, quelle est la valeur perçue par mes utilisateurs. Est-ce que je suis encore une boîte trop techno, trop complexe, tu vois, technologiquement, et que je dois me repositionner sur le ROI et les use cases que je vais offrir, tu vois. Et c'est là où on a refait tout un travail et on a un secteur qui s'est amené tout naturellement à nous, qui est un secteur historique qu'on connaissait très bien. Bam! Le retail. Yes. Voilà. Le retail, William vient du retail. Il a monté des magasins en indépendant, puis il a monté les magasins quand il a créé Coyote Store, c'était tous ces magasins, il gère tout ça. Il avait déjà toute cette dynamique de besoin de connaissances, de fréquentation, de temps d'attente, d'interaction et tout autre. Notre produit étant de plus en plus mature. Excuse-moi de te couper, petite parenthèse, juste pour recontextualiser aussi au niveau de vie de 22. C'est donc jusqu'à présent, il y avait eu ciblage des collectivités, mais du coup, pas de vision ROI, c'est que du coup, etc. Ils ne cherchent même pas à aller faire de la croissance ou autre. Ça vient bifurquer sur du régalien, mais aussi des grands comptes semi-privés, semi-publics comme la SNCF. À ce moment-là, 22, donc vous avez fait une levée de fonds, en parallèle. Oui, en février 2023. Bah, pour refaire la chronologie, on fait le produit 2020-2021, on prouve en 2022. On fait 1 million d'ARR en 2022. Yes. On fait une série A en février 2023 de 22 millions d'euros. Qui va nous permettre de faire le scale. Dans ce scale-là, on continue, si tu veux, à ouvrir ces marchés. C'est avec cette force-là que tu peux aller ouvrir tes marchés du retail, les marchés de la logistique, du transport, comme tu l'as justement dit. Parce que ce qui est vrai, et on ne l'a pas abordé, c'est que nos clients services, une fois qu'on avait prouvé la plateforme et que le marché s'était rouvert post-Covid, on les a tous rappelés en disant on peut vous refaire la même chose, maintenant c'est embarqué, c'est dans le produit, c'est en forme de licence. Ça a bien pris ça? Ça a bien pris, puisqu'en 2023 on fait 3 millions de revenus annuels, tu vois. Ah cool. Et donc mi-2023 également, on lance, tu vois, le retail dans cette offre de se dire, et je t'en ai parlé au début du podcast, comment lier le online et le offline. Et là, tu vois, on a une révélation. Dans le online,
avec Content Square et Google Analytics, tu connais tous les parcours, les taux d'abandon, les pages, les chemins, tout autre. Nous, avec la vision par ordinateur, on peut faire la même chose en magasin. La même chose. Et du coup, comment lier le online et le offline? C'est hyper important parce que le online ne représente qu'une vingtaine de pourcents de tous les grandes marques qui ont un process de multisite à décision centralisée. Tu vois, tous ces systèmes de franchise, tous ces Afflelou, Decathlon, Bouygues que tu connais, en moyenne, 17% de leur CA est fait online. Ça, c'est dingue. Et donc, Ça, ils ont c'est- créé c'est vrai que c'était si peu. ils ont créé des KPI, des KPI sur ces 17%. Alors qu'ils ignorent plus de 80% de leur comportement. Et nous, avec les caméras déjà installées, puisque un magasin aujourd'hui, il y a quasiment une couverture complète du magasin, que tu ailles du petit store au grand store, qui est faite à des fins de sécurité, on peut leur donner cette donnée-là. Des données en store, pour le manager en store, mais également des données au siège. Mmh. Le manager en store, il va pouvoir ajuster ses équipes, ses vendeurs. Il va pouvoir connaître son taux de performance, son taux d'interaction produit, son parcours magasin. Et pareil, au siège, ils vont pouvoir connaître leur taux de conversion, ils vont pouvoir connaître le temps d'attente avec les vendeurs, le temps d'attente en caisse, la performance du retail média. Et ça, c'était des données qui n'avaient jamais été proposées jusqu'à présent. Bah, ils essayaient de te dire qu'avec le Wi-Fi de ton téléphone, quand tu rentrais dans la boutique, Oui, voilà, c'est ça. ou des solutions de comptage simples, mais si ton vendeur, il part fumer 15 fois dans la journée, Ouais. il va être biaisé 30 fois, Mmh. ton système. Nous, c'est pas un problème. Ton vendeur, il a un t-shirt, il a un tour de cou, il a tout ça. Notre technologie et nos algorithmes, mais on mesure de pouvoir leur dire d'exclure les vendeurs Ok, pour avoir une connaissance fine, parce que tu n'as pas de vendeur sur ton site internet. Et ça, est-ce que, là, je fais une petite parenthèse plus technique, technologique. Moi, il y avait 2 questions qui me venaient en tête. C'est donc, vous êtes en capacité d'extraire, d'analyser, en fait, de la donnée issue d'un flux vidéo, mais de n'importe quel type de flux vidéo, parce que je me dis, il n'y a pas tout le monde qui a le même niveau de caméra, et cetera, tu vois? Ça, il y a un peu zéro limite là-dessus. Il y a zéro limite. Le produit s'assimile à une box internet. OK. Tu le branches sur ton réseau, il va venir scanner tous les ports automatiquement et les caméras vont s'importer. Ouais, c'est bon. On a, dans des domaines un petit peu plus techniques, hein, mais on a des caméras piétons qui peuvent être branchées, tu vois, Ouais. des moyens de communication non filaires, on a des drones qui peuvent être branchés, qui ont Ok. aussi d'autres moyens de communication. C'est tout ce que je te disais, tous les travaux d'avance sur le Media Manager, sur quelles sont tes sources en input qu'on a travaillé et qui doivent être simplifiés pour que l'utilisateur ait l'impression de brancher une box internet. On a fait le travail il y a pas très longtemps. Aujourd'hui, de mettre en service pour que tes corps qui s'apparaissent, Ouais. ça prend 4 minutes 50. Putain, c'est ouf. OK. C'est ouf. On t'envoie la box, tu la branches, ça scrape tes flux vidéo, tu te connectes et après c'est parti. Et en termes de limites sur en fait, les possibilités d'usage et d'analyse, tu vois, tu as parlé de extraire les employés du magasin, mais je sais pas, voilà, tu peux analyser le temps d'attente, mais si par exemple je suis un magasin et j'ai envie de savoir, là je balance un truc un peu con, tu vois, mais les personnes en fait qui vont choper un produit, qui vont le regarder, qui vont le foutre ailleurs, par exemple, c'est quelle est la limite, tu vois, d'analyse de ce type de critères, d'indicateurs et autres? La limite, c'est notre créativité. Ok, lourd. La limite est vraiment la créativité. On est à une ère, 70% de ce qu'on gère et de ce qu'on voit dans nos capteurs, nous, d'êtres humains, c'est la vision. OK. Tu vois, c'est le capteur principal. Tu peux tout voir avec la vision. Mmh. Tu peux tout faire. Et puis aujourd'hui, on a connu d'autres révolutions. Comme je te disais, nous, notre produit, on est à la 4e version majeure. Pourquoi on a annoncé, tu as peut-être suivi notre actualité, on a fait une keynote chez Google, on a annoncé la sortie de Core 4. Alors, je peux plus le dire et je peux plus l'entendre parce que ça fait 4 mois je bouffe que ça, alors qu'il sort aujourd'hui officiellement. Ah, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que je peux pas déjeuner avec Ah, après. bah oui, à J'ai le 14h. kick-off sales Génial. juste après. Core 4, on a intégré dans notre produit cette capacité à adapter tous les modèles en temps réel. Mmh. Tu utilises ChatGPT, tu utilises ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Model, ben, il y a la même chose pour la vision par ordinateur. OK. Ben, nous, on est capable, avec nos algorithmes à la base de détection et de suivi, qui sont notre propriété, de dire comment on va augmenter cette analyse. Ouais. Comment on va augmenter le fait que cette
humain qu'on a détecté et qu'on tracte de manière anonyme, qu'est-ce qu'on va pouvoir augmenter comme données pour l'utilisateur final? Si le besoin, il est le taux de conversion ou le taux d'abandon, le CVR, pourquoi il a pris le produit et il l'a reposé? Est-ce que c'est un manque de taille? Est-ce que c'est un manque de couleur? Toute cette donnée-là, on est en mesure, sans réapprentissage, sans frais supplémentaires, de pouvoir l'offrir à nos clients retailers et autres dans une offre 22 Putain, c'est ouf. sur l'étagère. Ok, ça, c'est Donc top. on est arrivé à une nouvelle ère, Mmh, vraiment. mmh. Comme je le dis souvent, hein, la vision, c'est un peu le dernier. Mais c'est un peu comme dans la téléphonie à l'époque. Au début, tu avais des SMS, Ouais, tu vois. c'est ça, Tu payais ton SMS et tu n'avais pas de MMS. Après, tu as eu les SMS illimités et tu avais le droit à 3 MMS. Et après, tu avais les MMS illimités, mais tu payais la vidéo. Nous, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Le texte est toujours plus facile à intégrer que l'image. C'est moins coûteux. Mais tu as déjà fait ce test-là d'imprimer une image ou un pixel ou autre et ça te fait. Ça rend le truc un peu Ouais, puis ça te fait 4 feuilles, tu vois ce que je veux dire, pleines. Donc, c'est normal. Les LLM, les ChatGPT, les Gemini et tout ce qu'on a connu, ils sont arrivés il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, ça arrive dans la vision. Et 22, en tant que précurseur, l'a intégré pour la première fois dans un logiciel de vision par ordinateur. C'est génial ça. Pour recontextualiser aussi, pour ceux qui sont plus novices sur ce genre de sujet, en fait, si tu peux nous faire un peu l'elevator pitch de 22, là, à date. Ok. À date, 22, on a un produit qui s'appelle Core. Et ce produit, il est à destination de toutes les infrastructures ayant besoin d'extraire de la donnée issue des capteurs vidéo. Donc, vous avez ou vous n'avez pas encore de capteur vidéo sur site, vous intégrez notre logiciel et on va vous extraire la donnée à valeur qu'on va remonter dans des tableaux de bord ou sous forme de données visuelles. Nos secteurs principaux, c'est le retail, la logistique, le transport et le domaine public. Dans le retail, on en a parlé beaucoup avant. Mais vraiment, l'elevator pitch, c'est ça. C'est un outil d'extraction de données à valeur issues des systèmes vidéo. Ok, et donc ça se matérialise par en fait une plateforme qui fonctionne en mode SaaS. Ouais. Et en fait qui t'envoie un dashboard avec toute l'analyse et la retranscription, les résultats en fait de ces données qui proviennent des flux vidéo. Exactement. Ok. Adapté et personnalisé à ton besoin. Ok, hyper clair. Là, on a pas mal parlé justement de, à la base, les sujets de vos premières cibles, collectivités, régaliens et autres, mais qui sont plus sur des mindsets de coût où il faut l'avoir, tant mieux d'avoir un outil comme ça, mais on ne vient pas créer de la valeur, gérer vraiment de la croissance. Là, il y a le gros pivot avec Core 4. Je sais pas comment l'annoncer, mais sorti aujourd'hui, bien joué. Mais là, donc plutôt destination du retail, et donc là où on vient vraiment chercher de la valeur grâce à l'utilisation de ces données. Il y avait un point dont on avait parlé lors de la prépa de l'échange, c'était justement la différence entre le côté un peu, tu me parlais de ceux qui viennent faire les régulations. Ouais. Voilà, et qui ont donc une approche très fonctionnelle et très légale, réglementaire de 22 versus l'approche très business héroïste. Ouais. Tu vois, est-ce que tu peux nous redonner un petit peu ce double pendant? Parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls et d'autres boîtes qui sont dans la deep tech sont peut-être confrontées à ça, où tu me mettais en avant justement que par rapport à votre technologie autour de l'IA, mais ça peut être très nébuleux pour beaucoup de personnes, ça attise beaucoup de curiosité, beaucoup de demandes, mais tu as d'un côté quelque chose justement qui ne va pas dans la rentabilité, quelque chose ou très scalable, versus l'autre approche. Comme tout sujet d'innovation, Ouais. tu as des pouvoirs publics qui ont cette obligation de réguler. Ouais. C'est logique. En plus, en Europe, on sait très bien le faire. Il y a une nouvelle technologie, on va réguler avant de l'expérimenter. Moins. C'est vrai. Et puis, il y a aussi cette volonté, comme je te le disais, d'un usage, mais ça c'est propre à nous, d'un usage éthique de notre solution. Donc ça ne nous dérange pas de participer à l'enrichissement et au transfert de savoir et de compétences des régulateurs. C'est pour ça que dès la création presque de notre produit, et même avant, on s'est rapproché de la CNIL pour comprendre les limitations, pour comprendre les attendus et comment nous, on pouvait avoir un dialogue et une collaboration avec eux, puisqu'ils sont dans leur rôle et nous, on est dans le nôtre. Tu vois, il ne faut pas que ça soit freinant pour notre business, mais on ne veut pas utiliser les dérives de notre produit. On a une charte
de bonne utilisation de notre produit. Et tu as une synthèse pour moi qui est assez claire, c'est que dans ces technologies de vision par ordinateur qui sont formidables, tu peux très bien faire des choses formidables comme des choses très destructrices. Mais comme tu pourrais l'avoir sur un moteur de recherche comme Google, Bien tu sûr. peux savoir comment construire une maison et comment construire une bombe, tu vois ce que je veux dire. Mais ce qui est important, c'est l'acculturation et la transmission auprès de ces pouvoirs publics et décideurs, puisque eux régulent tout dans l'État. Ils sont pas H24 comme nous dans la techno, ils sont pas sachants, donc ils nous consultent et ils retranscrivent là-dedans. Donc, on arrive sur un bon équilibre. Nous, on n'a aucune volonté, par exemple sur 22, d'aller sur des technologies de reconnaissance faciale, par exemple. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut souvent confondre les deux entre computer vision et se dire ah mais putain on va avoir mon visage etc. Sujet de la vie privée et autres. C'est Quoi. ça. Après, on a tous un iPhone, on a consenti, c'est le principe de consentement. On a consenti donner notre visage et nos données de santé à des Américains. Et on a ce côté très européen et français de dire ah non, mais par contre, dans la rue, je veux pas qu'on ait mon identité. Ce que je comprends. Mais fondamentalement, les gens s'en fichent. Enfin, si tu vas juste chercher ton pain, personne va aller relire et te mettre ça dans je vais classifier, il a été chercher son pain. Et notamment les retailers, c'est ce que tu me disais. Finalement, la partie IA, reconnaissance et autres, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'information. Oui, et puis les retailers, principalement, ce qu'ils veulent, c'est la donnée. Ouais, sous voilà. forme de tableau de bord. Là où ça peut poser problème, et ce qu'on conçoit, c'est quand tu vas remonter la donnée visuelle, le clip vidéo de la situation. Là, ta donnée, elle est anonymisée, elle est pas linkée à une donnée biométrique, mais il y a une capacité d'identifier. Ouais. Dans le retail, il n'y a pas de capacité d'identifier. C'est de la stat. Le ROI se fait sur la compréhension, sur la statistique et sur comment tu vas leur remonter de la statistique pour améliorer leur performance. Tu as beaucoup moins de sujets là-dedans. Mais le point d'attention n'est pas là-dessus, c'est que peu importe l'usage, si tu veux que ça soit accepté, il faut bien faire les choses, il faut montrer patte blanche, il faut participer à cette construction. Si tu as fait le choix d'être une société stratégique et une société d'innovation, c'est le prêt à payer. Tu dois aller parler avec les pouvoirs publics, tu dois te confronter à des détracteurs, tu dois leur donner la parole. Nous, on a un comité éthique en interne, où il y a des gens qui sont internes et externes d'ailleurs, un comité éthique qui est élu en interne, et comité externe qui est souvent un opposant et un promoteur. Alors, il y a des grands débats qui sont faits autour de tout ça. Ça n'influence pas directement la stratégie de l'entreprise, mais ça comprend les perceptions qui sont différentes, les enjeux qu'on n'a peut-être pas vus, nous, au départ, tu vois, du développement et que maintenant on essaye d'anticiper. Et sur ce volet, justement, où tu disais que c'était important d'échanger, vous étiez très rapidement rapproché de la CNIL, d'échanger avec les instances publiques et autres. Ça veut dire que dans la stratégie, même business de 22, tu as le volet, entre guillemets, pure vente directe et autres, avec les retailers, la partie dashboard, etc. Mais tu as un sujet aussi de lobbying, finalement. Ça peut s'apparenter à du lobbying. Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors, les vendeurs vendent. Ouais. Voilà. On a, pour une petite entreprise comme on est, un service juridique d'accompagnement à nos clients pour que ça ne soit pas uniquement une promesse commerciale. Ouais. Que dès l'acte d'achat, ils aient ce qu'on appelle les fiches de traitement, les analyses d'impact, les finalités d'usage qui leur soient facilitées et faites avec notre service juridique. Et ça joue beaucoup à venir prouver que tu seras en conformité et que tu peux faire confiance à la qualité du produit, mais que tu peux être tranquille aussi sur ton cadre réglementaire. Et derrière, bien sûr, il y a tout un rôle d'influence au sens propre du terme, auprès des pouvoirs publics, auprès des institutions, qui est effectué par notre directeur des affaires publiques et également par William. Son rôle, c'est d'évangéliser et de participer. Hein. Pas pour rien qu'il est sélectionné également pour aller avec Emmanuel Macron au Maroc. C'est parce qu'avant, il y a eu beaucoup d'interventions au Sénat, beaucoup d'interventions auprès des députés, d'assemblées, de directeurs de chambres de commerce et d'industrie, de French Tech. On participe à notre mesure à pouvoir transmettre et se mettre à la disponibilité de tous ces décideurs. Pour qu'on ait un équilibre législatif entre
la protection des données personnelles qui est essentielle et une capacité à pouvoir avoir une industrie technologique compétitive aux yeux du monde. Parce que Ouais. notre ambition, enfin notre origine, elle est française, mais notre ambition, à nous, 22, elle est mondiale. En plus, c'est un axe que vous avez pris très rapidement, où toi, tu es parti Voilà. rapidement en Asie pendant 2 Et quand tu ans. voyages, Ouais. tu te rends compte qu'ils répondent pas aux mêmes règles, hein. La règle, c'est vendre et prendre le marché, c'est pas de réguler. Oui, OK. C'est pas forcément bon. C'est très français, du coup, cette partie de régulation Je pense que c'est très européen. européen. Mais je le mets pas du mauvais côté de la chose. Tu vois, aux États-Unis, ils avaient à peu près la même chose avec la rocofaciale à foison. Et puis du jour au lendemain, en Californie, ils interdisent la rocofaciale. Ouais, Tu as X boîtes, tant d'emplois qui Ouais. vont à la poubelle. Mmh. Tu vois, c'est très extrême. Nous, il ne faut pas rater le coche. On l'a déjà raté avec le cloud. Il Mmh. ne faudra pas le rater avec cette souveraineté technologique du fait qu'on est trop régulé et qu'on n'ait pas fait développer les talents et les entreprises françaises et européennes. OK. Et là, d'un point de vue business, donc là, il y a la sortie, le jour du tournage de Core 4. Quelles sont un peu les prochaines étapes, ou on va dire les enjeux, que va avoir 22 par rapport à ce marché-là, pour pouvoir justement scaler? Parce que par rapport à le product market fit, là, il a été trouvé. Il y a un vrai intérêt de la part des retailers. Vous, là, c'est tout chousse sur les retailers. Quelles sont les prochaines étapes au final de 22 selon toi? Moi, l'hyperscale. Ouais. L'hyperscale, on est prêt à aller se confronter à l'hyperscale. On pense être prêt, aussi bien dans nos outils, dans nos organisations, dans nos méthodologies et dans notre produit, pour aller se confronter à l'hyperscale, à l'internationalisation massive. On l'a connu à travers nos expériences passées auxquelles on parlait. On l'a connu aussi tout au long de la vie de 22 à travers des partenaires qui mettaient en service pour nous. Maintenant, on veut le connaître par nous-mêmes. Et notre ambition est de tendre vers 10 millions d'euros d'ARR sur 2025. Donc, quand tu connais la taille de ton marché en France et tes ambitions, tu as besoin de partir à l'international et de te diversifier. Donc, pour répondre à ta question, oui, le retail est un axe assez simple et facile pour nous de continuer à creuser parce que la profondeur de marché est géniale et qu'en plus de ça, les habitudes sont les mêmes partout dans le monde. Tu vas vendre à un retailer au Guatemala, aux US, au Canada ou à Singapour, c'est à peu près la même chose qu'en France. Ouais. Le besoin est à chaque fois le même. Donc la réutilisation est commune. Mais on a des très gros secteurs comme dans le domaine du transport, ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire. On a la logistique et toujours le pouvoir public. William aujourd'hui est au Sénégal pour aller signer des contrats avec le gouvernement. En fait, on fait avancer tous les axes. On a structuré nos équipes commerciales et notre marketing pour avoir des directeurs d'expertise, entre guillemets, qui fassent avancer les forecasts par rapport à la top line. OK, donc là, c'est en interne, il y a un directeur, c'est-à-dire un expert sur les sujets régaliens, un expert sur les sujets retail et une équipe associée qui vient. C'est ça. Après, on spécialise pas à 100%. D'accord. Tu vas faire ton 75-25, entre guillemets, tu vois, Ouais. pour garder une expertise quand même transverse qui puisse servir les copains. Pas de dire que, tu vois, notre hantise, c'est que le mec, il fasse que les trains et il y a un gars, il vient lui parler de logistique. Il dit, ah non, moi, je fais que les trains, je fais pas d'expertise. Et là, ça se trouve, tu laisses passer 1 million d'euros. Ouais, OK. Donc, le savoir et la connaissance doit être transverse. Après, tu as tes spécialistes. Et toujours rester à l'affût, ouvert aux opportunités qui peuvent Les venir. plus grandes réussites qu'on a faites aujourd'hui, à 70%, elles sont faites par opportunité. 30%, elles sont faites par de l'acquisition, tu vois. Ouais. Et c'est un signe que le marché commence à s'ouvrir. On arrive dans des mécaniques que moi j'adore. C'est la mécanique d'acquisition in-band, out-band et tout autre, tu vois. Tes campagnes SIA, elles marchent très très bien. Tu arrives à cibler des besoins et ils arrivent à mettre en face de cette réponse-là Core. Et pas le mec qui a fait la boîte qui a fait de l'analyse vidéo avec la star à lunettes, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tout est avant. Là, c'est OK. Vous m'avez fait du targeting en in-band ou en out-band et j'ai répondu. Mais je compare, hein. Aujourd'hui, c'est assez rigolo parce que, en gros, en termes d'acquisition, tu as le marketing et le business. Moi, je prends un exemple. Souvent, on est tous dans une forêt. Ouais. OK? Il y a les chasseurs. Ils se baladent dans la forêt. Ils connaissent pas la forêt, machin. Ils savent les animaux qu'il faut les tuer. Ils voient un animal, ils le tuent. Ils le ramènent. Putain, c'est pas le bon animal. Nous, on met des pièges. Je mets des pièges. Je sais où sont les animaux.
je mets les pièges à animaux et paf, quand ça se referme, c'est le bon. Et je le redonne aux sales pour qu'ils le transforment. Alors, je suis désolé pour nos amis de la défense de la cause animale dans lequel je suis, mais l'exemple, je le trouve hyper parlant. Oui, je sais. Le marketing, on met les pièges pour que les bons animaux tombent dans les pièges et qu'on puisse les transformer plus rapidement. Et les chasseurs, ils les cherchent, c'est plus compliqué. Des fois, ils peuvent les trouver plus gros et dans des endroits isolés où le marketing ne serait pas allé. Mais il y a plus de chances d'avoir du déchet. Mais ça, tu es obligé de le faire au départ. Quand tes pièges commencent à prendre, c'est que ton produit et que ton marché commencent à être structuré. Ouais, j'aime beaucoup cette approche. En plus, ça fait une bonne transition. C'est un point qu'on n'a pas abordé et je voulais que tu nous parles. C'est ton évolution aussi chez 22. Tu l'as parlé avec l'histoire de 22, mais sur ces différents postes que tu as pu avoir et justement un peu quel était ton rôle et vraiment tes responsabilités là-dedans. Tu es dans l'équipe fondatrice et je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes qui peuvent rejoindre de nouvelles aventures assez tôt, voir toutes les possibilités qu'il peut y avoir. J'ai tout le temps été lié au business et à la croissance, comme on disait au départ, par plein de titres, parce qu'on est spécialiste des titres, surtout sur mon poste. Les premières années, ça a été assez facile parce que tout allait vite. Tu fais de la techno, tu mets en place des offres pour une techno, puis pour une autre techno, puis pour une autre techno, et puis tu dois trouver des mécaniques de vente, tu dois commencer à avoir des mécaniques services et produits. Et après, tu crées ton produit, donc tu reviens en bench, tu vois, tu es constamment sollicité. Donc moi, je suis passé de directeur commercial à directeur commercial monde, enfin, il y avait plein de trucs, mais tout tournait autour du commerce. À partir du moment où on a eu le produit, qu'on a réussi à faire ce 0 à 1 million de revenus, le 1 million de revenus, l'année d'après, Will il me dit, il faut faire 3 millions. Je dis, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, faire 3 millions. Mais je ne serais pas la bonne personne pour faire les 3 millions parce qu'il faut le faire avec le même produit. Il faut le faire avec la même mécanique. Moi, je m'ennuie très très vite. Si c'est pas une nouvelle, il n'y a pas un nouvel apprentissage, une nouvelle créativité, je ne serais pas la bonne personne. Et pourtant, aujourd'hui, le produit il brille, les revenus ils brillent, et les personnes qui sont au business, c'est elles qui brillent, et tant mieux. Et moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois, de me dire, ouais, je fais 3 millions, 6 millions, 9 millions de revenus, je suis directeur commercial d'une boîte qui fait 9 millions. Ça ne me fait pas vibrer, ça ne m'anime pas du tout. Moi, ce qui m'anime, c'est de dire, c'est à 0, il faut l'emmener à 1. Il y a des gens qui le font bien mieux que moi pour étendre le trait ou la formule de 1 à 3, de 3 à 9, de 9 à 20. C'est des différences de profil. Mais le problème, c'est que il faut, je pense, avoir cette intelligence à ce moment-là, de se dire, je ne serai pas la bonne personne pour. Ouais, et arriver à mettre son ego de côté. Ouais, mais C'est important, ça. oui, mais ça, t'as de l'ego s'il y a de la confrontation et si c'est mal amené. Ouais. En fait, William, il avait très vite compris. Et on le savait, je pense. On avait juste besoin de se le dire autour d'un repas, que je ne serais pas la personne qui fasse de 1 à 3. Et naturellement, il m'a dit, bah, trouve ton remplaçant, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne sais même pas si j'ai eu le temps de finir ma phrase pour le dire, je ne serai pas la personne qui fera de 1 à 3 millions d'euros, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, on a mis en place une organisation, une structure commerciale classique, parce qu'avant, elle était hybride. Tu faisais du service monotechnologique, plus du service et du produit. Et après, structurer que le produit, tu vois. Et une fois que tu as fait prendre ton produit, tu structures tout, ton organisation commerciale. Là, on a pris quelqu'un pour structurer toute l'organisation commerciale. Et moi, je suis resté lié au business et j'ai plutôt été faire ce qu'on appelle le gros. Le gros, ça fonctionne, ça marche bien. Mais en vrai, le gros commercial, ça m'attirait moins. Ce qui m'attirait beaucoup plus, c'était toutes ces stratégies d'acquisition dans le gros. Tout ce qui était le online, tout ce qui était revenir à ce que je faisais avant, linker un peu le online et le offline, tu vois, du business développeur. Ouais. Parce que quand tu parlais de la partie grosse commerciale qui t'intéressait moins, c'est la pure partie, pure automation. Je t'envoie des séquences de mails à tout va, etc. Ah, ça, j'aime bien ça. Ouais. Ça, j'aime bien. Qu'est-ce que tu entendais par grosse commerciale? Bah, aller négocier des contrats, quoi. Tu vois, ouvrir des comptes et tout. Tu vois, d'accord, tu vas être en mode vente directe, faire tes rencontres. Le rapport à la vente m'intéressait plus. Ça faisait trop longtemps que j'envoyais des devis, qui me tamponnent son devis, que tu trouves un argumentaire et tout ça. D'accord. Je suis admiratif de cette résilience là-dedans, mais je m'ennuie très vite dans ce schéma-là. J'avais plus envie de partir dans toutes ces stratégies d'acquisition, tous ces canaux-là. Et la restructuration interne a fait que, effectivement, le gros a récupéré toute l'acquisition. Le gros, c'est du marketing, soyons clairs, hein, c'est juste des trucs où on a trouvé la nouvelle terminologie. Il y avait la communication Elevent qui gérait les réseaux sociaux, mais tu en avais besoin en gros pour faire de l'acquisition, donc ça se cannibalisait, autant les faire travailler ensemble. Et puis, qui de mieux
que ceux qu'on fait du gros pour faire la stratégie d'offre avec la direction financière et le CEO, tu vois. Donc, c'est pour ça que le pôle marketing, aujourd'hui, chez 22, c'est un marketing au service du business, puisqu'il a une entité indépendante pour faire de l'acquisition dans une course à la forêt, comme je te disais tout à l'heure, avec nos commerciaux. On a une entité événementielle et com au service du business, puisque tu fais des salons pour faire du lead, tu fais des pitchs, des podcasts pour servir ton image de marque qui va servir forcément ton acquisition à moyen long terme, et tu fais de la com sur tes réseaux sociaux pour ton image de marque, mais également pour faire de l'acquisition. Okay, et après, la stratégie de l'offre, parce que tu es au plus près du marché et que c'est toi qui en fais la promotion. Moi, mon job, c'est de récupérer des mémoires techniques du produit et de les transformer en argumentaire de vente. Tu vois, et une fois que tu as fait ça, tu les redistribues à tous ceux qui vont aller se battre sur le terrain et tu collectes le feedback loop pour dire ah bah, ça, le marketeur, c'était trop bien sur votre tableau blanc, mais en vrai, ça marche pas. L'opposition, c'est celle-ci. Dans la battle card, votre argument, il marche pas parce qu'il y avait ça, il y avait ça. Nous, on reste ancré au business. Ce qui drive, c'est le business. Et au moins sur cette position, tu es en apprentissage aussi permanent pour tester de nouvelles choses sur la partie. Permanent, et je suis beaucoup plus proche de manière neutre de William pour continuer à extraire sa valeur, collecter sa vision pour l'exécution et la mise en place sur 22. Alors que quand tu as un rapport commercial, tu es chiffre forecast versus ambition, tu vois. Là, on a mis des paliers, il y a des sas. Et je trouve que pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne et que ça fonctionne plutôt bien. Mais ça, c'est top. Il y a plein de belles choses qui sont en cours. Je fais un petit check de l'heure. Va falloir que tu y ailles pour justement le kick-off de Core 4. Pour le petit mot de la clôture, donc là, 22, l'objectif, phase d'hyperscale, elle va avoir beaucoup d'internationalisation. Pour le mot de la fin, peut-être que j'espère qu'on pourra se refaire un autre épisode parce qu'il y a plein de sujets, notamment autour de l'IA de façon générale, qu'on n'a pas encore abordé. Mais voilà, petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à 22? Bah, moi, le truc bateau, surtout qu'on va commencer à tous rentrer dans ces messages-là, la santé. Yes. Avant tout, le bonheur de mes proches et de ceux avec qui je collabore. Prendre du plaisir, ça c'est certain. Le reste, on l'achètera, c'est pas très grave. Tout ce qu'on peut pas acheter, on peut me souhaiter. Et à 22, de continuer cette formidable aventure humaine en créant des émotions et en faisant nos objectifs, comme tu l'as très bien dit, d'hyperscale. Nous, l'objectif de 2025, c'est 10 millions d'ARR, l'internationalisation et une série B. Si je te revois en 2025, il faut que je prépare mon déménagement aux US en disant putain oui, il y est depuis 3 mois, j'ai qu'une envie, c'est de le rejoindre. Les marchés explosent, j'arrive plus trop à comprendre l'organigramme et l'organisation de 22 parce qu'on s'est fait déborder et maintenant on va repasser dans une phase de restructuration post-hyperscale. Parce qu'on aura beau être préparé, il faudra s'y confronter, c'est sûr. Ah bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Et encore merci pour ton temps. Parce que vraiment, en fait, la manière dont tu présentes le tout et quand on parle de passion, en fait, c'est vrai, ça se ressent. Et moi, j'ai pris un plaisir de dingue à échanger avec toi. Donc encore merci Thibaut. Bah, merci à toi, le format est hyper cool. On est des profils en plus qui ne sont pas souvent mis en avant. Donc, et je trouve que le format marche bien. Et je suis un gros consommateur de podcasts. J'aimerais en créer avec 22. Mais aujourd'hui, Will est plus invité dans les podcasts français. Mais ça m'inspire beaucoup en tout cas. Ouais, ça pourra faire changement de côté. Bon, merci à toi. Hop.